Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, si t'as un problème et que t'as un professionnel qui vient pour que tu lui demandes conseil, fais confiance à la patte de l'expert. Eh ben voilà, c'était ça votre problème, hein? C'est réparable? Non, c'est foutu. Vous êtes prêts? C'est parti pour Brésil. Alors, Brésil. Brésil? Tu vas parler foot là? Non. Ah mince. Bon bah salut. Désolé. Bref, alors Brésil est un film de science-fiction américano-britannique sorti en 1985 et réalisé par Terry Gilliam. Né en 1940 à Medicine Lake dans le Minnesota, Terence Von Gilliam développe d'abord des talents de dessinateur durant ses années universitaires en assurant la direction d'une revue satirique Feng. Harvey Kurtzman, le rédacteur en chef du célèbre magazine Man, découvre son travail et le recrute. En quelques années seulement, il devient rédacteur en chef adjoint et illustrateur. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il s'achète sa première caméra. Après son service militaire, il travaille un temps pour Universal Pictures en réalisant des affiches de films, mais rapidement mis à la porte. Il part loin des États-Unis en s'installant à Londres et là-bas, il va faire une rencontre qui va s'avérer déterminante pour la suite de sa carrière. À la fin des années 60, repéré par un certain John Cleese, Terry se retrouve animateur d'une série Do Not Adjust Your Set en compagnie de Eric Idle, Terry Jones et Michael Palin. Suite à ce succès, il continue en créant We Have Ways of Making Your Log, caricaturant à l'excès les invités aussi bien politiques qu'artistiques. La série a peu de succès, mais contribue à la notoriété de Terry dans le milieu. Mais en 1969, lui et ses potes, auxquels s'ajoute Graham Chapman, créent la troupe des Monty Python. Monty Python Flying Circus a d'emblée un succès phénoménal durant les 5 saisons jusqu'à son arrêt en 1973, mais la troupe veut voir plus grand, ils décident de continuer à raconter leurs histoires loufoques, mais à travers le cinéma. En 1974 sort Sacré Graal, pure comédie proche du film à sketch gravitant autour de la quête du Graal durant l'époque du roi Arthur. Devenant un classique instantané dans l'humour absurde, le co-réalisant avec Terry Jones, il s'occupe également de l'écriture et des animations. La même année, il réalise son premier film solo, Jabberwocky, petit film de monstre d'après un poème de Lewis Carroll. Il commence petit à petit à se démarquer des autres en commençant sa carrière de réalisateur loin de la troupe. En 1985, il sort le film du jour, cartonnant notamment en Europe, mais échec aux États-Unis. Le cinéaste n'étant pas d'accord avec Universal Pictures sur certains aspects artistiques et sur sa date de sortie en salle, heureusement, le film sera réévalué par la suite. En 1989, il réalise Les Aventures du Baron de Munchausen, nouvelle adaptation de l'œuvre créée par Rudolf Erich Raspe. Le film, malgré d'excellentes critiques, se mange la gueule au box-office, ne rapportant même pas 10 millions de dollars pour un budget avoisinant les 50. Gros gadin. Ce qui aura pour conséquence que Terry Gilliam soit blacklisté sur les grosses productions. Il travaillait notamment sur une adaptation de Watchmen au même moment. À partir des années 90, Terry Gilliam sera reconnu comme un cinéaste important dans le milieu, mais lié aussi bien à des chefs-d'œuvre qu'à des films maudits à qualité plus que discutable. Des excellents L'Armée des 12 singes et Las Vegas Parano, aux décevants Les Frères Grimm, sans oublier Le Tordu Thaïlande jusqu'à L'Homme qui tua Don Quichotte, qu'il avait commencé en 2000, mais perturbé par l'état de santé de son acteur principal Jean Rochefort, les intempéries qui causeront de gros dégâts sur les décors et le budget qui continuait de grimper, Terry Gilliam dut renoncer au projet pour finalement le sortir en 2018 pour un résultat assez mitigé. D'ailleurs, si vous voulez plus de détails sur sa première tentative avortée, je vous conseille l'excellent documentaire Lost in La Mancha qui montre toutes les galères qu'a connues le cinéaste durant le tournage jusqu'à son abandon pur et simple. Visionnaire, enfant terrible, mégalomane ou encore poète de l'image, Terry Gilliam a réussi dans sa filmo à développer un univers où l'imagination reste son seul échappatoire, relatant sans cesse ses mêmes obsessions, un vrai goût pour l'absurde, agissant par ses différentes influences mais dont son combat permanent avec les gros studios définiront ses idées de folie et de grandeur d'un véritable génie créatif. Critiquant son époque en posant la société en miroir à travers son regard, Terry Gilliam s'est forgé une vraie identité à travers des thématiques fortes, proposant des œuvres s'inscrivant plus sur la durée que sur l'instant présent. Un véritable génie incompris dont nous comprendrons trop tard son héritage. Mais revenons dans les années 80, sortant tout juste des Monty Python, Terry Gilliam veut se prouver qu'il peut gérer sa carrière cinématographique tout seul après son expérience satisfaisante en 1980 avec Bandy Bandy. 5 ans plus tard, il décide de partir sur un projet ambitieux à travers un genre auquel il n'est pas spécialement habitué, la science-fiction, une véritable dystopie où le 1984 de George Orwell comme influence majeure va permettre au cinéaste de créer un effet papillon qui auront des conséquences sur son héros. Ainsi sort en 1985
Brésil. L'histoire dans un monde rétro-futuriste, Sam Laurie est un bureaucrate se satisfaisant de son travail et de sa petite vie s'évadant à travers des rêves où il est un héros romantique. Cependant, sa vie se retrouve chamboulée par l'arrestation d'un certain Archibald Buttle après une erreur administrative. Voulant réparer cette injustice, Sam va se confronter à un système contrôlé de toutes parts et dont chaque action aura des conséquences sur son existence. Exploitant différents genres cinématographiques comme le film noir, la comédie romantique ou encore le film de guerre, Terry Gilliam dépeint avec Brésil une grammaire cinématographique à travers la notion de rêve et où l'association d'idées et d'éléments viennent à aboutir à ce fantasme devenant réalité pour donner du sens au personnage de Sam. Là où les règles remplacent la réflexion, la norme remplace la pensée, voire notre ordinateur remplace le soleil, l'univers de Brésil est un monde où on est tous devenus des moutons aliénés par la société sans pouvoir se rebeller et dont seul Sam semble être le seul à pouvoir les combattre, le reste de la population étant tous conditionnés à adhérer à ce mode de pensée. En effet, la réalité de ce monde ne donne pas envie, le gouvernement est en fait une dictature qui ne fait même plus semblant d'être une démocratie, la ville n'a aucune identité avec ses immeubles gigantesques qui se ressemblent tous et ses panneaux publicitaires, la nourriture est dégueulasse et la bureaucratie est devenue le seul point d'orgue pour les habitants n'ayant aucune vision de leur avenir. La technologie et les modes de pensée sont certes absurdes, mais au moins elles correspondent à une époque et ont une signification. En cela, Brésil traite de la problématique sur la responsabilité individuelle dans un système totalitaire, se posant en parallèle comme l'une des possibles interprétations postmodernes des visions prophétiques de George Orwell. Sachant qu'à la même période sortait également une adaptation de 1984 pour le cinéma. Conscient des enjeux politiques, culturels et économiques de son temps, Terry Gilliam oscille entre un humour grotesque et un pessimiste éclairé. Une telle fusion d'idées, que ce soit l'ordre du gag, du fantasme ou encore de la satire, sur certaines scènes souvent drôles, souvent tragiques. Et de ce point de vue théorique, Sam Laurie est un peu la représentation de ce monde sans relief et sans universalité. S'habillant dans un costard grisâtre comme pour montrer la pourriture du monde, parce que désolé mais le gris c'est moche comme couleur, il essaye de se convaincre que son travail lui plaît, ne voulant pas d'une promotion car il se sent bien niveau hiérarchique. Il se méfie de tout le monde, il évite les gens à part son patron qui est vraiment le seul à le respecter. Sa mère a honte de lui et les autres femmes de son entourage avec qui il pourrait avoir une relation sérieuse le rejettent. Sam, tu l'as vu, Allison? Bonsoir. Allison, tu te rappelles de Sam, mon copain? Allison, ah, comment ça va? Vous avez changé? Oui, j'ai pris 2 ans de plus. Sam se retrouve dans une société où l'information et le conditionnement sont les maîtres mots de son mode de vie. C'est pas pour rien qu'à part les scènes de rêve, les seuls lieux outre son appart où notre héros interagit, c'est soit son lieu de travail, soit des soirées mondaines avec des réunions de famille chiantes et interminables. On est en plein totalitarisme, l'homme dominé par la machine, apparaissant comme un simple rouage de la société industrielle, un énorme système qui dépasse tout le monde, comme dans 1984, il n'y a pas vraiment d'être supérieur, c'est la ville qui est devenue un personnage à part entière avec les forces de l'ordre qui s'efforcent de faire respecter cette notion de pouvoir. Brésil, dont le titre fait référence à la chanson de Harry Barroso Aquarela do Brasil, inondant extradiégétiquement le long métrage, mais également l'insecte dont le nom se brouille entre les personnages de Tuttle et Buttle, qui est le moteur de l'enjeu principal, raconte tout simplement l'impossibilité de fuir la réalité, un sentiment qu'on a tous ressenti à un moment ou à un autre dans notre vie. Le monde nous déçoit et on se réfugie dans le cinéma, les jeux vidéo, la lecture ou encore le sport pour s'évader de notre quotidien lassant. Et ben ça, c'est les rêves. Il en a marre qu'on lui impose des choses et pourtant il ne peut y échapper. Sa promotion qu'il s'efforce de refuser mais qu'il aura forcément, l'abus de sa mère pour le caser avec une fille d'une amie, l'amour pour Jill ressemblant à 2 gouttes d'eau à la femme de ses rêves, le régime totalitaire qui le poursuit ou encore les 2 chauffagistes qui lui définissent les procédures administratives foutant le bordel dans son appartement. Finalement le seul échappatoire où il pourrait se sentir enfin en paix est, attention spoiler, la lobotomie. Finale cruelle mais logique sur les motivations de Sam. Cette fin n'est peut-être pas satisfaisante pour le spectateur car elle apparaît injuste, mais je pense pas tellement pour Sam qui, enfin après une vie monotone, peut éprouver le besoin de s'échapper éternellement. Bien
sûr, ça reste l'une des multiples interprétations et clairement il y en a plein d'autres, mais j'ai choisi la plus facile d'accès pour les gens qui ne connaissent pas forcément le cinéma de Terry Gilliam et qui pourraient être réfractaires. Mais pour les autres qui maîtrisent intellectuellement le sujet mieux que moi, le film a de multiples niveaux de lecture qui peuvent vous permettre d'enrichir votre pensée. J'ai presque oublié de parler du casting, mais même s'il est réellement impressionnant, Jonathan Pryce, Robert De Niro, Ian Holm, King Geist, encore Bob Hoskins, tout de même, chacun étant bon dans son rôle. Les personnages de Robert De Niro et Bob Hoskins étant ceux qui m'ont bien fait marrer, ce n'est pas spécialement ce qu'il y a de plus intéressant dans le film. Il y a des œuvres qu'on a envie de voir car il y a un ou deux acteurs qu'on aime bien, ça anime notre curiosité, mais ici c'est pas l'intérêt principal. Niveau mise en scène, il y a tellement de choses à dire, mais clairement l'univers se caractérise par un aspect grotesque, un vrai sens de la dérision, une représentation absurde et irrationnelle des situations et de la norme, ainsi qu'un mauvais goût assumé. Les influences de Kubrick et Eisenstein pour le choix des cadres présentés comme des tableaux permettant de montrer la grandeur ridiculeusement imposante des décors, les courtes focales grandissant les formes des personnages pour jouer sur l'étrangeté des situations, ou encore une métaphore organique à la fois comique et déviant, notamment sur l'intérêt de la chirurgie esthétique pour être conforme aux normes sociales. Oh, je n'en crois pas, messieurs. Tout ça, c'est moi et mon petit couteau. Clip, clip. Merveilleux. Taille, taille. Je n'arrive pas à y croire. Félicitations, mais ce n'est que le commencement. Une liberté d'expression où les trouvailles visuelles transforment les rêves de Sam Laurie en cauchemars ambiants. Une véritable maîtrise de mise en scène sur la désillusion du quotidien. Une esthétique empruntant aussi bien à Metropolis de Fritz Lang qu'au Cuirassé Potemkin de Sergei Eisenstein, en passant par les gags rappelant Playtime de Jacques Tati. Un miroir cinéphilique permettant d'accentuer le discours politique et mythologique du cinéma comme vecteur de sens narratif. Une œuvre d'anticipation burlesque, noire et agressive où la régression sociale et médiatique ont tendance par la surinformation à modeler un comportement et un mode de pensée unique et dont Sam veut s'extirper. Au départ dépourvu d'ambition et d'envie de révolte, le personnage va petit à petit se questionner et quitter ce confort hypocrite pour vivre une vraie aventure qu'il côtoie que dans ses rêves. Un fragment de notre mémoire sensorielle réfléchissant la condition humaine sur l'instant présent et son devenir. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Vision cauchemardesque, burlesque et paranoïaque du XXe siècle, Brasil reste un film visionnaire sur la société de divertissement, donnant un véritable pied de nez à l'industrie hollywoodienne de l'époque, cette dernière voulant changer la fin par manque de happy end d'ailleurs. Un univers fascinant où les questionnements servent le discours à travers ce jeu de rêve-réalité purement sensorielle. Une œuvre tellement riche qu'à chaque visionnage, je découvre quelque chose que je n'avais pas vu auparavant, ce qui apporte une nouvelle réinterprétation du film, lui donnant davantage ce côté intemporel. Pas forcément le plus facile d'accès pour les néophytes de la science-fiction, mais par son esthétique, son intelligence d'écriture et les différentes émotions que le film peut véhiculer grâce à des scènes inoubliables, le classique de Terry Gilliam continue d'être par sa créativité et sa folie cinématographique l'une des œuvres marquantes des années 80, restant encore aujourd'hui une expérience unique par un cinéaste certes inégal par moments, mais passionné par des histoires purement fantastiques et dont Brasil reste l'épicentre de sa filmographie. Brasil est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Brasil, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez les films de science-fiction un petit peu loufoques avec un univers complètement décalé, celui-là pourrait vous plaire. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films, ciao.